Merci Maxime. Bonjour à tous. Donc oui, mobilité qui, on pourrait trouver une série de points communs avec ce qui se passe sur l'agriculture ou la biodiversité, peut-être au moment des questions, parce que le propos que je vais tenir va avoir surtout une ressemblance avec l'introduction de Nathalie, qui va être sur les changements qui affectent les systèmes de notre environnement urbain. Alors la mobilité en fait partie, elle subit des transformations vives dont on voit des traces, divers indices, et tout cela va se mettre en place progressivement de manière cumulative avec diverses synergies, des transformations qui seront techniques, mais également sociales et économiques, avec en particulier certainement des transformations fortes pour les valeurs et les coûts qui déterminent les rapports entre les sous-systèmes qui composent nos systèmes de mobilité. Alors pour illustrer cela, ces phénomènes de mobilité qui sont réalisés en particulier par des personnes, avec donc la place des hommes et particulièrement des femmes aussi dans la mobilité au quotidien. Ce système est fondamentalement technique, puisque bien sûr nous mettons en œuvre des moyens techniques, des véhicules sur des infrastructures avec certains protocoles pour les utiliser et selon certaines formes de services. Donc des moyens techniques qui en fait sont complètement plongés dans la vie sociale en raison à la fois des usages qu'on en fait, des services qu'ils rendent, en raison aussi de la manière de gérer ces systèmes, de prévoir leur fonctionnement technique adapté aux caractéristiques de l'homme, par exemple des vitesses de circulation admissibles en ville. Et bien sûr, une organisation d'ensemble qui est conçue par les pouvoirs publics autant que possible en concertation avec la population. Alors, quand on analyse un tel système, bien sûr, donc on met en évidence que... Pardon, je vais y arriver. On met en évidence que les usages sont faits par la demande qui elle-même donc fait intervenir la population en général, hein, vous et moi et bien d'autres, face à une offre, donc offre technique de services qui sont basées sur des véhicules. Donc il y a un service qui est produit avec une certaine qualité et qui engendre de la valeur pour ses utilisateurs. Valeur pour accéder au lieu, pour réussir à réaliser des activités, valeur aussi dans l'agrément de la phase de déplacement proprement dite, et valeur qui va s'accompagner bien sûr d'une contrepartie, le versement d'un tarif qui rémunère le producteur, et qui va aussi produire donc diverses conséquences qu'on peut mesurer par des valeurs, en particulier les externalités sur l'environnement. On peut leur associer des contre-valeurs monétaires. Et c'est cela qui est fait en pratique dans la planification des grands projets de transport, comme peuvent l'être les projets de nouvelles infrastructures ou de renforcement de services de transport en commun. Alors, cette question des valeurs renvoie à des positions sociales, à des rapports de force. Il y a bien sûr quand même des réalités concrètes derrière, telles que la disponibilité des ressources, telles que l'intensité des processus de production pour mettre en œuvre ces ressources. N'empêche, c'est beaucoup des conventions sociales et cela renvoie complètement à des arbitrages que font les différents acteurs sociaux. En particulier, en tant que voyageur, chacun arbitre entre différentes possibilités pour se déplacer. Il choisit son mode de transport et il le choisit en faisant un arbitrage entre de la qualité de service et puis un certain niveau de dépenses en argent et en temps qu'il faut passer pour arriver à sa destination. Alors, des transformations sont à l'œuvre
forte, large et rapide. Vive, en un mot. Transformation, pourquoi ? Alors, de manière très générale, hein, ça déborde largement du cadre de la mobilité. La situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que la mondialisation est à l'œuvre depuis plusieurs décennies. Donc, le résultat en est la mondialité, qui se caractérise par des effets d'échelle très, très importants. Bon, l'exemple du smartphone, bien sûr, est évident. Profiter d'un objet de très haute technologie à un prix, somme toute, modéré, avec tout un écosystème de services, les web apps qui se grèvent dessus, donc avec un prix modeste par rapport à tout ce que ça permet de faire. Pourquoi on arrive à ce prix modeste ? C'est bien sûr grâce à des économies d'échelle fantastiques dans leur production, grâce à la concentration de la fabrication dans quelques unités de production, le plus souvent en Chine, grâce au fait que les éléments dont ont besoin ces usines d'assemblage vont être fabriqués eux-mêmes avec à des échelles de dimensions tout à fait massives. Donc des effets d'échelle accompagnés d'effets d'envergure. Tout cela fonctionne en écosystème et quand certains composants sont disponibles pour certains produits, vraisemblablement il y aura d'autres produits dont ça facilitera la fabrication. Transformation donc de l'offre avec vraiment des changements radicaux qui profitent à la demande avec un enrichissement général à la clé. Certes, la pauvreté reste un grand problème à l'échelle de la planète. N'empêche qu'il y a en moyenne un enrichissement général de plus en plus large pour de plus en plus de personnes. Et ce renforcement de la demande, donc des consommations, va participer lui-même au renforcement de l'offre avec l'enclenchement, bien sûr, d'un cercle où le renforcement de l'offre et celui de la demande vont s'auto-entretenir. Donc cela est à l'œuvre. S'ajoute de manière un peu plus récente, mais quand même largement conjointe, la transformation numérique qu'on voit à plusieurs étages dans la relation entre l'offre et la demande. Donc d'abord, de manière évidente, hein, pour ceux qui utilisent leur smartphone pour du téléachat par exemple, dans la relation client et le management qui en est fait après pour essayer de fidéliser, par exemple. On le voit dans l'augmentation des services. Et quand on regarde après comment est-ce que les industriels fabriquent les choses, on se rend compte que la conception assistée par ordinateur s'est elle-même beaucoup renforcée, beaucoup diffusée, est devenue plus productive, et donc qu'elle a amplifié drastiquement la capacité de conception. On se rend compte aussi que les processus eux-mêmes, que ce soit de fabrication ou aussi d'exploitation, ont été reconçus, se sont beaucoup transformés. Et dans la fabrication, bien sûr, la robotisation qui s'y instaure de plus en plus va amplifier la capacité industrielle. Donc, pour moi, il y a ces deux grands pans de causes de transformation. Et la résultante de ces deux choses-là, c'est un renforcement massif, colossal de la puissance industrielle qui peut se voir producteur par producteur, qui se verra aussi à l'échelle de secteurs industriels tout entiers. La capacité industrielle de 2017 est bien plus forte que celle de 1997, elle-même bien plus forte que celle de 1977. Donc il faut en prendre la mesure, et je le dis vraiment fortement. Alors j'imagine que ceux qui travaillent dans les sociétés du groupe, s'ils ont suffisamment de recul, s'en rendent compte assez facilement. Quand on est du côté des pouvoirs publics, c'est quelque chose qui est peut-être moins visible. C'est pour ça que je le rappelle, même si plusieurs d'entre vous en étaient certainement conscients. Alors, mon propos va être surtout de chercher à tirer quelles sont les conséquences de ces transformations particulières pour les transports et la mobilité. Alors, je vais le faire en balayant en fait une série de volets. Je commencerai en fait par les véhicules, avant de passer aux services, pour ensuite tirer quelques perspectives, peut-être prospectives, sur l'économie industrielle des choses concernant la mobilité. Avant ensuite de passer en revue ce qui concerne la société et comment est-ce que la société valorise
la mobilité. Et ensuite l'environnement et enfin je traiterai de régulation. Alors pour illustrer cette croissance, augmentation massive de la puissance industrielle, peut-être c'est les véhicules effectivement qui nous donnent tout de suite les meilleurs exemples. Quelle diversité, quelle diversification ces dernières années par rapport aux formes traditionnelles dont on a l'habitude, et aussi quelle facilité d'accès des uns et des autres à ces formes diverses, à des prix, c'est souvent de quelques centaines d'euros pour se mettre peut-être un peu en risque parce qu'il y a certaines formes qui sont pas forcément si simples à utiliser. Alors, Vélib, Autolib, c'est pas si vieux que ça, 10 ans. Et donc déjà des formes largement innovantes par rapport à nos transports publics habituels. Depuis, on a vu toutes sortes d'augmentations des piétons, à 2 roues, à 1 roue. Parfois, on pourrait mettre 2, mais on n'en met qu'une maintenant, ça se contrôle. Pourquoi pas des planches à roulettes sans roulettes? Pourquoi pas des bottes de 7 lieues qui permettraient à un piéton équipé de ces bottes-là de faire peut-être jusqu'à 40 km/h, s'il est suffisamment sportif? Donc le piéton irait plus vite que les voitures en ville? Ça, je ne sais pas trop comment ça marche. La voiture de Fantomas va bientôt être à disposition. C'est en test. Il y a eu un crash, mais le pilote s'en est bien sorti. À Dubaï, on fait voler des taxis drones aériens avec plutôt des hélices que des réacteurs. Alors ça, c'est un cybercar qui a bientôt 20 ans, développé par l'INRIA à l'époque. Et aujourd'hui, ce que vous voyez circuler, peut-être plus à la télé que sur le terrain, mais c'est largement médiatisé. Donc des navettes Navia qui représentent vraiment une piste importante d'évolution des transports publics grâce à leur conduite automatique, en plus bien sûr de leur motorisation électrique et de leur capacité d'emport qui n'est pas la même que celle de nos unités par autobus. Donc diversification de type, augmentation fonctionnelle de chacun de ces types, grâce bien sûr à beaucoup d'automatismes internes. Et donc, bon, ça rend évident ces transformations technologiques, ces nouvelles possibilités disponibles à des prix, assez inouïs par rapport à ce qu'on aurait pu penser il y a 15 ans. Alors ça va se mettre en œuvre en particulier sous différentes formes de services. Les services, c'est ce qui va convenir à la demande et trouver un marché. Alors là-dessus, ma conviction, c'est qu'on est en train d'élargir considérablement le monde du transport public, des formes traditionnelles de street transit, autrement dit d'autobus, et de rapid transit, plutôt de transport ferroviaire urbain, ont été enrichis depuis 20-30 ans par des formes de bus à haut niveau de service, dont vous avez vu certainement des instances. Alors en Ile-de-France, ça s'appellera plutôt TESEN que bus à haut niveau de service, mais c'est le même concept. Et donc en noir et blanc, pour montrer le caractère traditionnel, le taxi en fait partie aussi, mais il se réinvente. Et on voit apparaître des formes là, qui sont illustrées en rose, des formes avec des sigles anglais que je vais devoir expliciter. P2P, peer-to-peer, covoiturage, en gros. B2C, business to consumer. Par exemple, l'autopartage, Autolib se rangerait là-dedans. Et puis le for hire, les véhicules dont on peut louer le service avec chauffeur, donc typiquement Uber. Donc nouvelle forme qui, donc, il y a 10 ans, n'était pas dans nos territoires urbains, qui complète l'éventail du transport public, le renforce et surtout vont enrichir considérablement la perspective des clients qui vont trouver d'autres compromis entre les facteurs essentiels de leur choix de mode, à savoir donc le temps à passer et le prix à payer. On avait un univers traditionnel qui engageait ces 3 modes publics, collectivement sous le nom de
transport collectif face à la voiture particulière, et on se rend compte que ces nouvelles formes modernes amplifient considérablement cet éventail modal disponible pour réaliser sa mobilité quotidienne en ville. Donc, au total, un univers en expansion dont on voit les prémices et on n'a pas fini de voir cette expansion. Quand on a 1000 ou 5000 autolibres sur une agglomération de 12 millions d'habitants, ce n'est pas encore majeur, loin de là. Mais si on se met à faire circuler, mettons, 10 000 navettes autonomes, que chacune a en moyenne 10 passagers en continu, sur une dizaine d'heures par jour, et qu'elle arrive à rouler à 20 km/h de vitesse commerciale, dans ce cas-là, on peut faire les comptes et trouver que ces 10 000 navettes à 10 places fonctionnant 10 heures prennent cette fois une part nettement plus significative de la mobilité urbaine. D'où la question suivante. Qu'est-ce qui se passe vraiment et jusqu'où cela peut-il nous mener? Donc, faisons un essai de prospective. Ma conviction, c'est que nous sommes dans une phase de réduction massive des coûts de production. Production au sens élargi qui inclurait la distribution et les transactions avec les clients. Alors, ces coûts de transaction ont été complètement écrasés par le développement de l'écosystème Internet, applications mobiles, smartphones. Donc, écrasement des coûts de transaction. Évolution certainement à venir vers les coûts de détention des véhicules, dans lesquels j'englobe à la fois les coûts d'acquisition et les coûts de maintenance. Alors, les coûts d'acquisition, on en a déjà un peu l'expérience, ça se voit sur divers objets techniques. J'ai cité le smartphone, je pourrais citer les panneaux photovoltaïques. Dans le domaine des voitures, regardez les fonctionnalités actuelles des Dacia, des voitures Dacia et celles de leurs équivalents, enfin, des voitures Renault d'il y a 15 ans. Donc, au moins conservation des capacités, si on prend cette comparaison, mais baisse d'un facteur 2 des prix. Donc, chez les constructeurs automobiles, cette réduction des coûts de production est déjà à l'œuvre. On parle de véhicules électriques, ce sera un peu plus cher à l'achat, mais la durée de vie risque d'être nettement plus longue. Et donc, ceux qui osent faire l'investissement risquent de s'y retrouver sur le cycle de détention de la voiture en question. Côté utilisation des véhicules et frais de conduite, là, l'automatisation de la conduite, bien sûr, va nous amener une révolution aussi forte que celle qui a affecté les coûts de transaction. C'est pour les transports publics vraiment une révolution qui s'annonce là. Aujourd'hui, les coûts de conduite peuvent représenter une moitié ou 2/3 des coûts de revient dans l'exploitation d'un réseau de transport en commun. Donc, vous voyez, si on enlève 2/3, ça permettrait des choses telles que finalement rééquilibrer le rapport entre recettes commerciales et puis coûts de revient sur les transports en commun franciliens. Et ça permettrait de faire couvrir par les usagers tous les coûts de production du service dont ils bénéficient, sans avoir à recourir aux grosses transfusions financières de la part de la collectivité. Alors plus rapidement, donc bien sûr, ces nouvelles possibilités vont attirer des acteurs et donner lieu à des concurrences vives entre les acteurs. Je passe sur les questions de recomposition de chaînes de valeur, mais c'est à l'œuvre, on le voit, avec comme indice de cela, notamment les très très fortes valorisations boursières ou paraboursières pour les entreprises les plus innovantes qui paraissent avoir le plus de perspectives. Par exemple, quand Uber ou son concurrent Didi en Chine sont valorisés au-delà des 50 milliards de dollars, bon, ça veut dire que ce sont vraiment des très grandes entreprises, pas forcément encore en taille, mais d'ores et déjà en capacité d'investissement et de conquête des marchés. Alors mon dernier point là-dessus, c'est que non seulement les coûts se réduisent, mais en plus, effectivement, la tarification se diffuse, se renouvelle, et que ça rend en plus plus facile la mise en relation entre les coûts et puis ce que payent les usagers.
Donc on est dans une phase où la dimension marchande de la mobilité urbaine se renforce, enfin, si on peut dire, parce qu'elle était bien faible, cette dimension marchande. Elle se renforce. On pourrait imaginer que finalement la tarification permette de couvrir les coûts de revient. On constate que la tarification est de plus en plus décomplexée. C'est peut-être grâce aux opérateurs téléphoniques. En tout cas, on le voit bien avec la facturation à la Uber. Et en plus, tout cela est devenu facile techniquement. Donc la pratique va se transformer. Va se transformer très sérieusement. Alors côté demande, comment cela peut-il être reçu ? Premier constat, expansion des services. Donc a priori, davantage de valeur apportée à la demande. Si on va vers des véhicules à conduite automatique, le fait de décharger les automobilistes de la tâche de conduite va certainement améliorer grandement la qualité de service. Je ne parle pas de la réduction des bouchons, qui est un autre problème, mais en tout cas, ce sera le temps passé à l'intérieur de la voiture deviendra nettement moins désagréable. Alors on voit que parmi les formes de services, on voit que va évoluer du côté de la demande la question de la détention des moyens, puisque quand on met sa voiture en autopartage par un service comme Drivey, ou quand on accepte de prendre des covoitureurs, clairement, cette mutualisation a un peu changé un petit peu les coûts de revient, ou la part des coûts de revient qui reste à chacun. Alors, la conséquence importante pour nos problèmes de planification de la mobilité et donc pour nos méthodes d'évaluation sociale, économique et environnementale des projets de transport, c'est que si ces conditions-là changent, dans ce cas-là, toute la valeur que les usagers, mais aussi les collectivités, associent au temps passé, ces valeurs-là vont se transformer radicalement elles aussi. Aujourd'hui, 1 heure passée en transport en Île-de-France est valorisée par les clients qui sont en situation d'arbitrer, par exemple, prendre une autoroute à péage plutôt qu'une voie moins rapide en voirie, mais gratuite. C'est de l'ordre du niveau du salaire horaire niveau SMIC. Alors la valeur que retient l'autorité organisatrice de la mobilité des Parisiens, c'est à peu près 12 € par heure. Avec des variantes, on peut gonfler ça. 12 € par heure pour dire ce que valent des gains de temps apportés par des améliorations du système de mobilité. Si la pénibilité décroît, peut-être serait-il justifié de ne prendre que 3 € par heure, ou 5, à voir. Mais en tout cas, l'ordre de grandeur là, de 2 ou 3 qu'on voyait déjà à l'œuvre sur les coûts de production va se voir aussi du côté de la demande par rapport à ce que les collectivités doivent valoriser pour évaluer les avantages des projets de mobilité. Donc ça veut dire vraiment des transformations drastiques qu'il va falloir absolument inclure dans les méthodes d'évaluation de manière à ce que celles-ci s'ajustent progressivement à la nouvelle donne de nos systèmes sociotechniques. Alors, quelques mots de l'environnement dans cette transformation qui commence à s'opérer. D'abord, pour souligner que la mutualisation, tout ce qui est mutualisation, va dans le bon sens. On occupera mieux les véhicules, donc chacun, par rapport aux distances qu'il parcourt, sera moins émetteur. De plus, ces véhicules seront plus performants, chacun d'eux. Bon. En tout cas, les constructeurs nous l'annoncent. Je signalais aussi l'augmentation de la durée de vie technique, à savoir que sur un cycle de vie, une voiture pourra, si elle est électrique, complètement électrique, pourra tenir plus longtemps sur le terrain que son équivalent thermique. Donc, en principe, tout cela va dans le bon sens pour la réduction aussi de l'empreinte environnementale, tant sur les phases d'usage que sur les phases constructives.
Et comme Maxime me fait signe d'accélérer, je ne rentre pas dans les détails sur l'infrastructure. Sur l'infrastructure, si ce n'est plus pour souligner que lieu par lieu, on a des bonnes chances de réconcilier, avec les nouveaux modes de transport, de réconcilier davantage le résident et l'usager. Alors ça, c'est bien pressenti par Navia quand ils font leur publicité avec un slogan d'améliorer le sort d'améliorer la mobilité des résidents, les dwellers. C'est bien ce que ça suggère. On a des pistes pour réconcilier usagers et résidents, ce qui est important par rapport aux problèmes actuels. Alors mon dernier volet, c'est pour la régulation, pour signaler donc le besoin que la régulation ne fasse pas que suivre à marche forcée des évolutions, mais qu'elle les anticipe. Donc il y a des choses techniques qui se transforment, avec des potentialités qu'il s'agit de ne pas sous-estimer. Il s'agit de ne pas sous-estimer et donc de se préparer à les incorporer et de stimuler aussi l'implantation dans le système concret. Donc il y a forcément des actions de la part des pouvoirs publics qu'il faudra mettre en place. Alors par exemple, si on peut sérieusement compter sur une forte réduction des coûts de production, bien sûr, les autorités organisatrices vont devoir chercher à récolter au maximum une telle économie, donc l'encourager autant que possible, et puis derrière passer les marchés qui forceront cette transformation pour en recueillir les bénéfices aussi vite que possible. Alors j'insisterai aussi sur le fait qu'il faut encourager le développement de ces services mutualisés, que ça va passer par une série d'actions sur le terrain et une série aussi de dispositions d'ordre organisationnel, réglementaire. Je ne rentre pas dans les détails, mais aussi qu'il faudra également travailler à la reconception des systèmes de financement. Donc je soulignais le redimensionnement en cours sur les coûts de production, le redimensionnement sur les valeurs du temps qui, pour l'instant, justifie l'essentiel des avantages. Donc s'il y a redimensionnement des deux côtés sur les deux plateaux de la balance, il faut vraiment regarder de près quelle sera la future balance à 15 ans, à 30 ans, et voir qu'est-ce qui est vraiment possible de rééquilibrer pour définir un état futur de long terme qui soit compatible avec ce que sera notre monde à ce moment-là. Alors pour récapituler, ces mutations techniques et sociales sont majeures. Elles en ont le potentiel et avec la capacité industrielle moderne, cela adviendra. On le voit sur des services qui se mondialisent à une vitesse grand V, qui se diffusent sur toute la planète en très peu de mois. On le verra avec la conduite automatique. C'est une question de temps. Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Je ne sais pas. Ce dont je suis totalement convaincu, c'est qu'à 15 ans, ce sera là, sur le terrain. Et que même ceux qui n'auront pas acheté à la base une voiture à conduite autonome, ce ne sera pas très cher de se payer un kit de rétrofitting. Alors ça nous concerne particulièrement dans la chaire éco-conception parce que bien sûr ça interagit fortement avec les enjeux environnementaux et tout cela, pour nous, de toute manière, il faut travailler sur les 3 piliers économique, social et environnemental du développement durable de manière complètement aussi cohérente que possible. Donc j'insiste sur les deux côtés de la balance et leur redimensionnement respectif. Valeur tutélaire des avantages et coût de production avec à la charnière donc le système de financement pour tous nos systèmes de mobilité. Il va falloir les renouveler et donc concevoir ce que sera la version renouvelée dans le futur à long terme. Donc ça, c'est forcément un chantier qu'il va falloir mener en co-conception entre parties prenantes des systèmes, en s'ouvrant aussi aux acteurs porteurs des innovations pour être stimulés par eux. Donc, grande transformation,
des sujets tout à fait passionnants pour mon laboratoire, entre autres, mais qui donc interpellent beaucoup les planificateurs. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais je serais heureux de prendre des questions à ce sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci Fabien. Merci pour cet exposé. Je me posais juste une question. Vous parlez pas tellement de transformation de l'emploi à travers toute cette mobilité qui s'organise, et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensez. Bon, qui est une question large, hein. On la voit posée de manière générale en ce moment avec tout ce qui se dit sur l'intelligence artificielle et le fait que de plus en plus d'emplois vont être déchargés de tâches pénibles, même de tâches pénibles pour les cols blancs. Donc c'est une question générale. Alors dans le secteur des transports, évidemment, si vous mettez moins d'agents au volant des autobus, clairement vous perdez des emplois. En revanche, si vous remplacez un autobus par 6, 7, pourquoi pas 10 navettes, il faudra quand même nettoyer ces navettes. Alors peut-être vous aurez des robots après pour le nettoyage. Bon, mais donc du côté du transport public, le bilan à court terme de la réduction des coûts de transaction, on l'a vu avec Uber, c'est plus d'emplois pour des unités plus petites. Donc à long terme, quand ce sera très largement automatisé, il y aura moins d'emplois de conduite, quasiment plus. Il y aura en revanche un peu plus d'emplois d'entretien. Voilà. Il y a une question là-bas. Si tu veux. Oui, Gilles Calas, Massy Autoroute. Pour revenir quelques secondes sur l'infrastructure, parce que nous sommes très intéressés par les infrastructures chez Massy, on a vu que côté véhicule, on était devant au début d'une grande révolution, mais quelle est votre vision sur l'évolution aussi de l'infrastructure dans l'accompagnement de cette révolution concernant les véhicules, ou même pour proposer de nouveaux services qui vont dans le même sens, à l'amélioration de l'insertion environnementale ou du service rendu aux utilisateurs. Pour moi, alors les infrastructures vont se moderniser avec, disons, une forme physique qui va pas forcément être si transformé que cela, au sens que l'écosystème technique qui se développe, beaucoup de choses sont basées sur la voiture ou sur des unités qui seront un peu plus grandes que la voiture, de taille intermédiaire entre une voiture et puis un autocar. Ce qui fait que le gabarit routier existant, il n'y a pas de raison que ça le perturbe beaucoup. Donc la forme matérielle, disons, de l'infrastructure, j'attendrai une certaine stabilité, si ce n'est une augmentation par les systèmes auxiliaires, disons, que sont en particulier l'alimentation en énergie. À partir du moment où effectivement l'électricité devient un vecteur énergétique important pour une part non négligeable des véhicules qui circulent, il faudra que l'infrastructure, d'une certaine manière, facilite l'approvisionnement énergétique, que cette infrastructure également renforce les possibilités de connexion et donc de transmission d'informations entre toutes les entités qui circulent ou qui œuvrent à la production du service. Donc ça, c'est clair pour moi. L'autre chose claire, c'est vraiment ce besoin de changer les coûts de production sur l'infrastructure et que les processus de production, essentiellement constructifs, sont appelés à se transformer à cause du numérique. Donc on le voit déjà plutôt sur des maisons en ce moment que sur des infrastructures. Mais donc penser à la construction automatisée de maisons grâce à des robots, on voit que ça transforme l'économie de cette construction. Si on le fait pour des maisons, on le fera pour des infrastructures.
Alors pour peut-être comme indice signal faible de cela, voyez la dernière entreprise qu'Elon Musk vient de créer, The Boring Company, autrement dit une entreprise pour essayer de transformer le business sur le creusement de tunnels, particulièrement en ville. Donc vous savez qu'Elon Musk a déjà changé les coûts dans le transport spatial avec sa société SpaceX, en forçant la concurrence à s'adapter. Donc Ariane a dû changer la dimension de ses vecteurs et puis aussi réduire ses coûts. Donc ça se profile devant nous sur les tunnels. Va-t-il réussir? C'est lui, je ne sais pas, mais le secteur industriel certainement. Merci. J'avais une question justement sur la performance environnementale. Quelle est votre appréciation de scénarios plus pessimistes où le développement des mobilités que vous décrivez induit des portées plus longues par de l'étalement urbain, induit des transferts vers des modes actifs, depuis des modes actifs vers de la mobilité autonome, persiste des mobilités individuelles plutôt que des mobilités partagées. Quelle est du coup votre appréciation de, on va dire, ces effets-là par rapport à tous les effets bénéfiques que vous décrivez? Bon, j'ai évidemment pas une réponse. Enfin, j'ai que des éléments de réponse, pas une réponse d'ensemble simple, malheureusement. Qu'est-ce qui est confortable pour les usagers? Donc en particulier sur un déplacement qui va durer un certain temps, la posture assise est relativement confortable, plus que la posture debout. Alors après, a-t-on envie de faire du sport? Pourquoi pas dans la rue plutôt que dans une salle spécialisée en ville? Donc ceux qui ont envie de faire du sport, à mon avis, ils continueront de pratiquer les modes actifs. D'autres pour qui seront proposées des solutions très accessibles, très, très faciles, telles qu'une navette autonome qu'on appelle en 3 clics, qui arrive vite, et en tout cas à la minute programmée, annoncée, prédite, avec une grande fiabilité, et qui amènera avec une vitesse commerciale honorable tout près de la destination. C'est clair que pour nos nouvelles générations, c'est quelque chose d'extraordinairement séduisant. Alors est-ce que ce genre de transport public moins massif, quel va être le partage modal de l'avenir entre ces possibilités-là, entre ces nouvelles possibilités qui sont là, d'une certaine manière, la voiture particulière et puis les grosses unités? Bon, je ne peux pas dire, on peut tirer quelques scénarios. La conviction, c'est que ça va être très confortable, ça va être à prix modéré, et que les pouvoirs publics gardent quand même beaucoup de leviers d'action pour dire quel mode de transport ils préfèrent. Donc si sur des territoires larges comme le cœur de l'agglomération parisienne, on se débrouille avec la tarification pour favoriser largement ces modes-là en complémentarité au transport collectif massif face à la voiture particulière, ça, je pense qu'on peut contrôler quand même l'orientation modale de manière assez fine, surtout dans un futur où la tarification sera beaucoup mieux acceptée, largement facilitée techniquement et raisonnée aussi. À partir du moment où on aura mis en évidence le lien entre coût de production et puis ce que ça coûte à l'arrivée en tarif, je pense que les usagers seront beaucoup plus disposés à accepter de payer dans ces conditions-là. Merci Fabien, je crois qu'il y avait une dernière question. Après, on va profiter de la pause. Oui, bonjour, Daniel Kaufmann. Et je vois que vos réflexions se centrent beaucoup sur la ville dense. Est-ce que vous avez aussi porté un regard sur les territoires moins bien desservis et dans lesquels la densité fait défaut pour pouvoir un modèle économique de développement de ces nouveaux modes de transport ou de déplacement? Et puis aussi par rapport aux populations qui sont aujourd'hui moins enclines à
pouvoir se déplacer parce qu'il n'y a pas d'offre. Bon, tout cela, c'est disponible, que vous soyez en ville dense ou à la campagne. Alors à la campagne, vous manquerez peut-être de trottoirs pour faire le piéton augmenter. Mais donc, c'est disponible pour tout le monde. C'est fabriqué en Chine, c'est livré grâce à Internet. Donc, disponible pour tous, en ce qui concerne ces modes individuels. Alors, même chose pour les navettes à conduite automatique, là, celles que nous prépare Navia, entre autres. Tout cela devient disponible. Il va y avoir une commande d'ensemble, en particulier dans les villes, bien sûr, mais qui va faire des fabrications par dizaines de milliers de véhicules par an. Pourquoi pas, enfin, par centaines de milliers, faire attention, parce que, mine de rien, chaque unité dans les grandes agglomérations va être très, très productive. Et ce qui veut dire que le prix unitaire va devenir relativement bas. Donc, pourquoi... Alors aujourd'hui, si vous voulez utiliser une Navia, vous devrez payer quelque chose comme 150 000 € de location par an. Donc on n'en est pas à des effets de série très importants. Mais imaginez qu'une navette de ce genre-là coûte 50 000 € à terme, qu'elle puisse parcourir son million de kilomètres avec son moteur électrique, sans trop de besoin de changer la batterie. 50 000 €, peut-être 100 000, mais entre les deux, disons. Donc ça devient tout à fait abordable pour des villes, des petites villes à plusieurs milliers d'habitants. Aujourd'hui, les villes de 50 000 habitants en France n'ont pas de ligne de transport en commun. Donc en revanche, si on met à disposition des navettes de ce genre-là à 50 000 € pièce, qui n'engendrent pas de coût de conduite, facile à entretenir, il suffit de les rapatrier dans un dépôt chez un des garagistes locaux. On va révolutionner le coût de revient et donc rendre le transport public un petit peu plus, enfin, pas très massif, mais déjà mutualisé. On va le rendre disponible à coût abordable pour des villes qui aujourd'hui ne l'ont pas. Merci Fabien. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau. Merci.